Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci une vidéo donc Minecraft, une première d'ailleurs, puisque donc j'avais déjà donc fait une publication sur ma chaîne en rapport à Minecraft, mais c'était pas vraiment une vidéo, c'était plutôt comment dire, un album photo, voilà, un diaporama de photos. Et donc là cette fois-ci, donc première vidéo sur Minecraft. Donc si vous venez voir, vous connaissez Minecraft. Sinon il y a des vidéos pour vous expliquer, hein. Moi je vais pas vous expliquer ici ce qu'est Minecraft, mais je suis là pour vous expliquer pour ce que je vais faire en fait ici. Donc pour les personnes éventuellement assez rares, mais on sait jamais, il peut y avoir une ou deux personnes qui peuvent venir et qui connaissent ma page Facebook de Minecraft. Et bien donc j'ai eu un petit souci, on peut même dire un gros souci il y a quelques semaines en fait, qui fait que j'ai dû réinitialiser mon ordinateur, mon PC portable, et malheureusement la sauvegarde de mes documents n'a pas été parfaite, et entre autres j'ai perdu toutes mes sauvegardes Minecraft, et c'était pas rien parce que voilà, c'était des gros projets, des grosses constructions, et j'en reviens donc à cette map là sur laquelle je suis, c'est celle sur laquelle je vais m'efforcer de reconstruire tous les projets qui étaient en cours de construction. Et le point précisément où je suis, donc là vous voyez là, derrière moi la colonne de terre, d'herbe, avec les petites torches au sommet là, c'est cet endroit où je vais commencer la construction de mon projet. Donc avant il s'agissait de plusieurs projets, et donc là j'ai l'intention de réunir tous mes projets que j'avais déjà auparavant sur une seule map, au lieu de les avoir sur plusieurs maps et donc d'avoir à me balader. Et donc en quoi consistaient mes projets, en quoi consiste donc ce projet. Donc je vous renvoie en partie sur ce diaporama sur ma chaîne, qui était la première publication sur ma chaîne. Et donc sur ce diaporama vous verrez donc certaines avancées que j'avais pu faire sur la construction du château de Versailles. Et donc je ne vous cache pas que le château de Versailles donc faisait partie de mes projets et fait partie forcément de ce projet-ci. Voilà. De ce projet-ci. Mais le château de Versailles, certes c'est un énorme chantier déjà à lui tout seul, mais il y aura un chantier encore plus important que celui-là, puisque en fait ce qui est prévu, donc château de Versailles, je précise, c'est non seulement le château, mais c'est aussi l'ensemble des jardins et du parc qui était prévu et qui sera prévu sur cette map. Alors je vous rassure tout de suite, l'emplacement où je suis, donc hop, je me positionne un peu correctement, c'est pas évident, voilà, pour que vous voyez un peu plus la zone. Ce terrain là est prévu pour autre chose, une autre construction que Versailles, même si ça va être sur cette map là, ce ne sera pas à cet endroit là. Je ne peux pas vous dire où ce sera parce que je n'en ai aucune idée. J'ai trouvé cet endroit là parce que
c'est un emplacement intéressant pour au moins la première de mes constructions. Et donc cette construction, ça va être une motte castrale que j'avais déjà construite. Pas complètement terminée, mais quasiment terminée. Et donc là, il va falloir que je la refasse, je vais pas la refaire à l'identique, parce que bon, j'ai perdu tous les screenshots dessus, concernant cette motte castrale, ce qui est bien dommage. Mais donc je vais la reconstruire. Donc, alors, je vais juste essayer de remettre le jour. Hop. Non, c'est pas ça, forcément. Voilà. Voilà. Avec le jour, c'est mieux. Et donc, il va falloir que je reparte d'avant. Donc, une motte castrale, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc c'est un peu l'ancêtre du château fort. Et donc, il s'agit en fait on peut dire, on va simplifier, un château fort tout en bois, avec donc ce qu'on appelle une motte, c'est-à-dire une motte de terre, une colline artificielle, au-dessus de laquelle s'érige un donjon en bois, tout en bois. Donc vous pouvez trouver facilement des images sur Google Maps. Voilà. Et donc globalement, donc il y a cette motte artificielle, cette motte de terre artificielle avec le donjon. Et aussi il y a deux parties principales au sein de cette motte castrale, parce que ce qu'on appelle la motte castrale, c'est tout un ensemble. Et donc c'est un ensemble qui se compose en règle générale, enfin pas en règle générale, mais dans sa version la plus évoluée, on va dire, sa version la plus évoluée, on retrouve donc la mode bien sûr avec le donjon, mais aussi une basse-cour et une haute-cour. Voilà. Donc un peu dans le principe de ce que l'on trouve par la suite dans les châteaux forts. C'est pour ça que on considère que la motte castrale est un peu l'ancêtre du château fort, avec cette différence que la motte castrale est en bois, alors que le château fort est tout en pierre. Voilà, c'est toute la différence. Et donc c'est donc ce chantier-là qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de cette map que j'avais appelée auparavant à travers le temps, et qui consistait à construire certains sites médiévaux, pas seulement médiévaux d'ailleurs. En fait, c'est une sorte d'historique architectural, des châteaux en général, on va dire, de l'historique des châteaux, depuis donc l'époque mérovingienne, avec les villas mérovingiennes qui succèdent aux villas romaines, hein, romaines ou gallo-romaines, hein, c'est un peu pareil. Et donc les villas mérovingiennes sont un peu dans le même principe, mais avec des évolutions propres à ce type de construction, ce type de site. Et donc à la suite de ces villas mérovingiennes, on a donc on pourrait dire les villas carolingiennes, mais en l'occurrence bon, il y aura donc plus un palais carolingien dans le style du palais de Charlemagne d'Aix-la-Chapelle. Ce sera pas une reproduction, je le précise tout de suite, mais il y aura une inspiration, parce que bon, après tout, on est là aussi pour, non pas pour faire du copier-coller de ce qui existait à telle ou telle époque, mais pour montrer, pour être créatif aussi, créative d'une certaine façon, et donc
inventer proprement les propres constructions et montrer les avancées architecturales qu'il y a eu dans l'histoire. Donc, de ce palais carolingien, et bien logiquement on arrive donc à la mode castrale. Donc la mode castrale, on est à partir du 10e, 11e siècle aussi. Et de la mode castrale, ensuite on va se diriger vers les châteaux forts. Les châteaux forts. Et donc, alors je vais vous montrer un peu mon dossier justement. Voilà. Donc là c'est mon dossier Minecraft, dans lequel j'ai les constructions. Donc d'un côté, vous pouvez voir donc Versailles, j'ai mon dossier Versailles, voilà, comme d'habitude. Alors j'ai d'autres trucs, hein, mais bon, voilà, je vais vous les présenter tour à tour. Donc le dossier Versailles, bon bah, là je vous en ai déjà un peu parlé. Donc là je vous parle justement de ce dossier, de ce projet, ce chantier à travers le temps, dans lequel donc on a énormément de choses. Là j'ai plusieurs dossiers, où, comme vous pouvez le voir, c'est d'être un peu organisé quand même. Donc là, j'ai le petit fichier qui va me servir de plan de base un petit peu pour construire la mode castrale justement. Je n'ai pas de... Je n'ai rien... Alors oui, j'ai cette photo là pour justement la villa mérovingienne. Cette image là qui me permet de... Et celle-là aussi, avec celle-là également, pour voir les évolutions, qui permet de voir différents stades d'évolution de la mode castrale au château médiéval. Donc au château fort qu'on appelle aussi le château philippin. Donc là on est du 10e siècle au 13e, voire un peu plus 14e, 15e siècle, mais là en général plutôt 13e siècle. Et donc de là, donc là j'ai mon dossier mode castrale ici, hein. Et donc là, avec les évolutions, donc le château fort, voilà, j'ai des dossiers château fort, voilà, je peux vous le montrer, voilà, le temps que ça affiche, bien sûr. J'ai pas mal de choses, hein, voilà. Donc j'ai plusieurs dossiers, donc avec plusieurs châteaux. Donc le château de Coucy, qui est un château plutôt type philippin. Là, Montreuil également, même si là on peut distinguer quelque chose qui ressemble plutôt à une citadelle style un peu Vauban, enfin 16e, 17e siècle. Mais Montreuil, avant d'être transformé en citadelle, c'est aussi un château médiéval, un château fort. Douvres qui est un château très intéressant, donc avec Rochester, et j'ai d'autres exemples également, on peut citer également la tour de Londres, qui est dans le même style. C'est le type de donjon, de château médiéval, qu'on appelle aussi de style normand, de la période du XIe siècle. Donc là, on arrive déjà à une époque qui suit celle des modes castrales. Et donc, bon, le mode castral, j'ai aussi une vidéo dessus, enfin, c'est pas que les modes castrales, c'est les châteaux forts, c'est l'évolution des modes castrales au château fort. Voilà. Et donc j'ai plusieurs images aussi qui me montrent des exemples. Voilà, parce que je vais pas forcément faire tous ces châteaux-là, voilà, mais c'est des exemples, voilà, pour pouvoir construire un château fort, de différentes étapes, voilà. Donc après la mode castrale avec donjon en bois, donjon en pierre, ensuite, ça c'était l'étape suivante. On a après un château fort avec des tours carrées, donc c'est l'exemple de château de Douvres, avant, parce que Douvres aussi, le château de Douvres actuellement, bon, il y a eu des améliorations, forcément, mais le centre central
du château de Douvres, donjon de Douvres, et un château du XIe siècle, et c'est dans cette continuité. Donc la continuité, en fait, c'est ces châteaux à tours carrées, donc avec l'exemple aussi du château de Loches, où on voit il y a un donjon carré, voilà, c'est exactement ça. L'étape suivante, c'est en fait les tours, on passe aux tours rondes progressivement, voilà, les tours rondes, et de ces châteaux forts dits philippins, donc avec ces tours rondes, dont on a certains exemples, dont on peut citer l'ancien château de l'ancien château du Louvre, avant que ce soit le palais actuel, château construit par Philippe Auguste. C'est le type même du château philippin, du château du début du XIIIe siècle, tout court même. Donc on a plusieurs exemples également par la suite, et dans les images on trouve très facilement ce type d'exemple. Par la suite, en fait, on arrive à des châteaux plutôt pas plus uniquement défensifs, mais des châteaux plus décorés, avec une architecture plus décorative, donc des châteaux forts gothiques, de style gothique. Et donc dans ce cas-là, alors j'ai un autre dossier, les châteaux Moyen-Âge tardif, voilà, c'est ça. Et donc j'ai deux exemples. Déjà Mehun-sur-Yèvre, qui est un très bon exemple. Donc Mehun-sur-Yèvre, c'est dans le Berry, donc il me semble. Le Berry, c'est en gros c'est le Cher, le département du Cher. Et en plus, donc, et l'étape suivante, en fait, c'est pour ça que j'ai mis tout ça ensemble, ces deux châteaux ensemble. Le château du Plessis-Bourré, qui n'a pas forcément ce style, enfin, qui a toujours un peu du style gothique, bien sûr, mais qui est aussi une avancée. On reste dans le château fort, mais il y a une amélioration, enfin une adaptation par rapport à l'apparition, le développement surtout de l'artillerie, et donc on voit apparaître dans au château du Plessis-Bourré des plateformes, des petites plateformes là tout autour du château, vraiment, qui fait vraiment tout le tour, et qui accueille justement cette artillerie, et cet exemple est intéressant parce que du coup on conserve le château intact, il y a juste cette extension sur le pourtour du château pour recevoir l'artillerie. Je dis pourquoi cet exemple est intéressant, parce que on a un autre exemple de château du Moyen-Âge tardif, mais qui a été modifié, c'est le château d'Angers. Et le château d'Angers, ce qui est un château intéressant et sympathique, très beau château, mais le problème c'est que, et ce que je trouve dommage, c'est que ce château les murailles, les fortifications de ce château ont été, d'une certaine façon, on peut dire, décapitées. Donc toutes les toitures ont disparu pour laisser place à une plateforme au sommet de ces murailles pour accueillir l'artillerie. Alors après, il y a d'autres exemples également où il y a quand même eu une adaptation au niveau des murailles, tout en gardant une toiture, etc. Voilà. Mais bon, ce château de Plessis-Bourré, c'est un château aussi que j'aime beaucoup. C'était le château de Louis XI, voilà, pour la petite histoire. Et c'est un château que j'apprécie, que je trouve sympathique. Alors que je ne vais pas copier, copier complètement, parce que j'ai le plan, certes, j'ai le plan du château, mais ce plan-là, en fait, il me plaît pas trop, parce que il y a quand même, enfin, il est à moitié carré, en fait, parce qu'il y a un côté où il y a deux angles, en fait, qui ne sont pas des angles droits, et ça, en fait, j'ai envie de le revoir. Je veux un château qui soit complètement carré, et voilà, c'est surtout là-dessus que je vais travailler sur ce château-là. Voilà, donc par la suite, également, voilà, il y a d'autres évolutions, parce que d'autres étapes,
Alors donc là, au Moyen-Âge tardif, donc on est au 14e, 15e siècle. Donc là, on arrive avec ce château du Plessis-Bourré, on est au 15e siècle. Et donc, en arrivant au 16e siècle, il y a d'autres évolutions qui apparaissent. Là, on va quitter les châteaux forts pour arriver à ce qu'on appelle plutôt des citadelles. Et les citadelles, il y en a. Alors là, bien sûr, on arrive sur des citadelles de type Vauban, bien sûr, mais avant ces citadelles-là, en étoile, là, comme on le voit ici, il y a des citadelles comme ici, comme la citadelle de Sals également. Voilà, donc là il y a une image, là, il va falloir que je la déplace dans son dossier. Voilà. La citadelle de Sals, donc c'est une citadelle construite à l'époque, elle est située dans le Roussillon, dans la région de Perpignan. Et à l'époque, en fait, de sa construction, le Roussillon, donc la région historique du Roussillon, donc en gros des Pyrénées orientales, appartenait au roi d'Aragon. Et donc c'est un roi d'Aragon qui a construit cette forteresse. Et donc c'est un type de forteresse vraiment date début du XVIe siècle, où là on a vraiment une construction complètement différente. Si on regarde l'exemple du château d'Angers, là le château d'Angers, d'une certaine façon, il y a quand même un rapprochement. Sauf que, en fait, ce qu'il faudrait faire au château d'Angers, c'est l'enfoncer dans la terre, l'enfoncer dans le sol, avec bien sûr toujours des douves autour, des fossés, et c'est ça l'idée de la forteresse de la citadelle de Sals. Et après la suite de cette citadelle, voilà, on arrive ensuite à des constructions encore plus évoluées, avec à la différence donc, du château de Sals, où les murs sont verticaux. On arrive à des fortifications dites de Vauban, parce que bon, Vauban a été l'architecte le plus connu pour ce type de fortification. Et il faut savoir que ces fortifications existent déjà dès le XVIe siècle, et qu'il y a des villes donc qui dès le XVIe siècle se voient ceinturées par ce type de fortification déjà, mais Vauban en fait il a surtout permis de les améliorer, il y a apporté des améliorations en fait qui rendaient ces citadelles plus difficiles à prendre. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Et donc en termes architectural, donc la différence, les citadelles du type de Sals ont des murs verticaux, alors que ces autres citadelles de type Vauban, on va dire, hein, pour généraliser, ont des murs plus inclinés, plus ou moins inclinés, mais un peu, tout dépend à quel niveau on se trouve en fait de la citadelle. Et en plus de cette inclinaison qui permet de faire rebondir les boulets de l'artillerie, il y a aussi des bastions. Alors les bastions, parce que si on prend la définition initiale, on voit apparaître des bastions au Moyen-Âge. Donc c'est-à-dire que déjà, alors pas les châteaux philippins, mais progressivement 13e, non, pas 13e, surtout 14e, 15e siècle, les châteaux forts, les forteresses et citadelles médiévales
de la fin de cette époque-là, de la fin du Moyen-Âge, voit apparaître des bastions aux entrées de ces forteresses, de ces citadelles, et donc des villes aussi. Voilà, des grandes villes fortifiées. Et système de bastion, on le revoit sur le château de Sals également. Ah, il y a des petits bastions, mais vraiment c'est quelque chose qui est complètement généralisé dans ce nouveau type de citadelle, donc dite citadelle de Vauban. Voilà. Et là on voit vraiment une organisation, on voit les images hein, ici, ici. Puis là j'ai pris l'exemple de la citadelle d'Huningue, de Huningue. Donc c'est en Alsace, avec une image ici là, qui est très intéressante, et là une image enfin, schématique, plus que, enfin pas schématique, c'est une image clairement, il y a un plan au-dessus, et puis on retrouve cette image 3D en dessous, que l'on voit ici, mais là, ou sur cette image là de droite, où là on a l'impression que c'est surélevé, donc ça fait un effet assez spécial, et donc c'est vraiment le ouais, là on est sur l'archétype de la citadelle défensive, vraiment très bien, enfin quand même bien avancée, hein, bien très intéressante. Par la suite, donc ça c'est une étape. Alors j'oublie, alors il y a cette étape là, on est au 16e, 17e siècle, même 18e siècle, ça s'étend encore un peu au 18e siècle, ces constructions, ces citadelles. Mais pour en revenir au XVIe siècle, eh bien, il y a une étape aussi qui est importante, les châteaux de la Renaissance. Les châteaux de la Renaissance. Et là, encore une fois, j'ai plusieurs exemples. Donc, pour moi, l'exemple de base, ça va être le château de Chaumont, donc sur la vallée de la Loire. Intéressant aussi le château de Maintenon. Celui de Valençay est aussi très intéressant. J'aime beaucoup ce château. Celui de Bussy-Rabutin également est intéressant. Et après, il y a celui d'Amboise, bien sûr, aussi, mais là, c'est encore autre chose. Là, on est sur un château royal. Donc là, on va être sur des dimensions plus importantes, et en termes de plan, en termes architectural, ça va être plus complexe à construire. Et donc, de base, donc, que ce soit donc Valençay, Chaumont, Bussy-Rabutin, sont des châteaux qui sont plutôt faciles à construire au niveau des plans. Voilà, c'est des plans simples. Par rapport à l'évolution temporelle, les châteaux de la Renaissance conservent quand même souvent une architecture médiévale, de base médiévale. On voit bien ces tours rondes qui restent encore, qui sont là, qui n'ont pas disparu. Mais c'est l'architecture, la décoration architecturale là qui évolue, qui est complètement différente. On n'est plus sur un style gothique, ça c'est complètement... voilà, si on prend l'exemple du château de Chaumont par exemple, voilà, l'image principale, enfin une des images les plus connues, hein. Voilà, c'est... attendez, hop, voilà, on va voir un petit peu mieux comme ça. Voilà, on voit quand même, on est sur un on peut distinguer quand même qu'on est sur un style un peu différent. Il y a quand même quelque chose de médiéval. Les tours au sommet, bah là par exemple pour le coup, on a des toitures, mais au sommet ici il y a des
des bouches, des trous si on veut, hein, pour permettre des tirs d'artillerie. Voilà. Et là c'est un exemple qui montre que voilà, là, on les voit aussi là également. Et là on les voit encore mieux ici. Au sommet des tours, donc on a les toitures, juste en dessous des toitures, hop, et ben, il y avait l'artillerie. Il pouvait y avoir l'artillerie en tout cas. Voilà. Donc ça c'est château très intéressant. Le château d'Amboise là c'est encore autre chose parce que bon, mon château d'Amboise, bon, il est connu donc. Mais ce qui est plus intéressant, il est connu, mais il est connu sous cette forme-là, enfin, ce qui reste, voilà. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'il était plus vaste encore, plus vaste. Pas au niveau de la surface terrestre, mais le bâti du château, eh ben, était beaucoup plus vaste. Là, on voit sur ce schéma-là, et sur ces deux plans, hein, on voit bien. Et donc on voit ces tours rondes, qui sont toujours là, On les voit toujours, hein, d'ailleurs, des tours rondes qui ont vu leur rôle complètement changer, puisque bon, ce sont plutôt cette fois-ci non plus des tours défensives, mais ce sont des tours qui servent pour les plus grosses, hein, bien sûr, d'entrée au château. Ce sont des entrées au château. Voilà, la fonction n'est complètement plus la même. Alors en plus, il y a des évolutions, là on voit un peu ici, mais ici on le voit très bien, il y a eu aussi une évolution architecturale pour la défense du château, hein, voilà. Mais bon, ça après c'est encore autre chose. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir voilà, cette configuration là du château d'Amboise, avec l'architecture très renaissance du château d'Amboise ayant été, entre autres, le château de Charles VIII. Donc le château de Charles VIII c'était ça, et c'est un peu ce qui reste tout ce qui reste aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'était aussi après Charles VIII, donc un peu moins Louis XII, parce que Louis XII était plus à Blois qu'à Amboise, même si Amboise a servi notamment pour accueillir le futur François Ier, et d'ailleurs François Ier, quand il est devenu roi, qui était roi, donc on peut vraiment l'appeler François Ier, il a pas mal résidé dans ce château, et c'est surtout lui donc qui a agrandi le bâtiment, le château, qui a vraiment fait modifier, comme on peut le voir ici. C'est ça qui est intéressant, parce que bon, François Ier c'était vraiment un roi bâtisseur, et donc il n'a pas fait que Chambord, il a aussi beaucoup travaillé sur Amboise. Et Amboise, à côté d'Amboise, il y avait quoi? Le Clos Lucé, où résidait Léonard de Vinci au début du règne de François Ier. Donc voilà, c'est pour ça montre combien François Ier et Amboise étaient très liés. Et donc au-delà à la suite en fait de ces châteaux Renaissance, on a des châteaux qu'on peut appeler baroque, de style baroque. Là on arrive la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle. Et donc on a, encore une fois, plusieurs exemples. Château de Dampierre ici, on a un autre Dampierre là aussi dans le Calvados. Le château de Saint-Fargeau, je considère comme château baroque. Beaumesnil qui pour moi est un exemple type, hein, château de style baroque. Voilà. Alors style baroque, globalement, pour résumer, c'est une architecture où on a de la brique qui apparaît vraiment en façade. Donc quand on voit le château de Beaumesnil, quand on voit le château de Dampierre, le château de Dampierre c'est flagrant, hein, voilà. Il suffit, voilà. Mais j'aime beaucoup le château de Beaumesnil aussi. Voilà.
Ah, déjà, rien que ça, sans ouvrir le fichier, on voit hein, qu'il y a c'est plus rouge orangé, les façades, les murs du château. Donc, quelque chose qu'on voit aussi apparaître par rapport au château de Fontainebleau. Hein. Le château de Fontainebleau, c'est aussi un très bon exemple là-dessus. Hein. Donc le château baroque, important aussi au niveau de cette chronologie, cette avancée vers ce qu'on a appelé ensuite les châteaux classiques. Et le château classique, après, alors château baroque classique, hein, château de Versailles est un peu entre les deux quand même. Hein. À la base, c'est quand même plutôt style baroque, quand même. Mais progressivement, au fil des modifications, en fait, des travaux qui vont y avoir, notamment au XVIIIe siècle, voilà, on va arriver sur des styles qui vont être plus classiques. Et donc, style classique, bon, je vous ai dit, je vais faire le château de Versailles, donc ça, on va être servi là-dessus. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Et j'en ai trouvé des châteaux intéressants, donc château de Bizy, le château de Commercy et le château de la Verrerie dans le Creusot. Alors celui-là, je l'ai découvert, il est très intéressant, ce château. Voilà, comme ça on va voir un peu mieux. Et là on voit quand même, cette photo elle est magnifique. Hein. Alors je vais pas l'ouvrir, mais là, ce qui est, enfin, le château en lui-même. Après il y a ces deux, je sais pas comment, ces deux cônes, mais qui symbolisent l'industrie qui avait cours en ce lieu. Hein. Château de la Verrerie, il porte pas mal son nom, hein. C'est exprès. Hein. C'était une fabrique de verrerie hein, à la base, et qui est devenu un château d'habitation. Et depuis, bon, maintenant, ça ne l'est plus du tout. Hein. Mais voilà. Et donc l'architecture est très intéressante de ce château. C'est un très beau château, je trouve. Commercy est pas mal aussi. Hein. Commercy, c'est en Lorraine, si je ne me trompe pas. C'était un des châteaux sous la période la période ducale, donc de l'ex-roi de Pologne Stanislas. Voilà. Stanislas, c'était aussi le beau-père de Louis XV. Voilà pour la petite histoire. Et donc je trouve ce château aussi très intéressant avec ces images historiques, voilà, qui permettent d'avoir une autre vision de ce château, une vision de l'époque, voilà, et pas seulement des visions du château actuel, hein, avec ses photos récentes. Après château classique, on arrive après sur des châteaux, ce que j'appelle, pour faire simple, parce que bon, c'est les châteaux néo. Donc dans les châteaux néo, on a plusieurs types. On a les châteaux néo-gothiques, on a des châteaux néo-classiques, on a des châteaux néo-baroques. On peut avoir toute une variété en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout rassembler. En fait, c'est des châteaux construits au 19e et au 20e siècle, voire même 21e. Hein, voilà, c'est des châteaux aussi tout récents. Et donc j'ai trouvé 3 exemples intéressants. Alors, celui-là, je me rappelle plus. Ouais, d'accord. Celui-là, le château vénitien à Cannes, qui est situé à Cannes, donc. C'est un château, une grande villa, hein, un peu limite un château, oui, voilà. Donc bon, et c'est construit par une personne riche hein, qui voulait vraiment se faire plaisir hein, et avoir un petit bijou dans son escarcelle, voilà. Et donc ouais, je trouve très intéressant quand même parce que bon, c'est type d'architecture. On n'est pas sur des villas modernes comme on peut
en voir un peu partout sur Minecraft, sur YouTube. Sur YouTube, on voit beaucoup de Minecrafters en fait, dont ils sont pas mauvais, ils sont pas mauvais, hein, mais c'est un peu un basique en fait, hein, de faire des constructions, des villas, des maisons modernes, de style moderne, et il y en aura sûrement, hein, je le cache pas, mais pour l'instant, c'est pas du tout la priorité, je pense pas à ça. Voilà, je pensais déjà à des constructions de base, et donc le palais vénitien, et donc château vénitien, palais vénitien, est une construction intéressante, tout comme le château de Trévaret, qui est d'un autre style, là qui a, voilà, néo-gothique, ouais, c'est néo-renaissance un peu, hein, voilà, c'est aussi ça. C'est un château très intéressant du 19e siècle, celui-là. Construit au 19e siècle, hein, c'est vraiment néo-gothique, néo-renaissance, ou néo-baroque, mais plutôt, voilà. Et enfin, là, c'est vraiment complètement différent. Donc c'est un château en Bretagne, situé en Bretagne, donc du 19e siècle, que je trouve très beau, et donc voilà, qui va être une construction intéressante également. Et petite histoire, il y a aussi le château qui est appelé donc château Louis XIV, situé à Louveciennes. Je ne saurais pas vous dire où c'est, hein, voilà, mais qui est un château très intéressant également. C'est pas un grand château, hein, on voit quand même ce qui est intéressant, ce sont les parcs. Et donc c'est un château construit, il me semble, soit fin 20e siècle, hein, sûrement fin 20e siècle, il me semble. Hein, oui, oui, il me semble bien que c'est ça. Hein. C'est vraiment 20e siècle. Et donc voilà, on est sur des styles encore différents. Là, c'est néoclassique plutôt, hein, un peu comme celui de le Palais vénitien, euh, plutôt néoclassique. Mais voilà, on est sur, on n'est pas sur des styles modernes. Là, vraiment, c'est un style néo. Hein, c'est une inspiration de ce qui se faisait à l'époque. Une inspiration, bien sûr. Voilà pour ce qui est en fait des types de construction, en fait, des évolutions des châteaux. Parce qu'en plus de ça, des châteaux, il y aura construction d'une ville, une vraie ville. Et pour ça, j'ai ce dossier ville avec des exemples. J'avais comme exemple de base donc la ville de Tours, que je trouvais très intéressant parce que j'ai trouvé des plans, plusieurs plans qui montrent l'évolution à travers le temps de la ville. Voilà, donc à partir de même la cité romaine en fait, cité gallo-romaine, au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui même, hein, parce que bon, il y a des plans actuels, hein, voilà. Mais en plus, j'ai eu le besoin de compléter un peu, notamment l'exemple d'Orléans. Je trouve aussi très intéressant la ville d'Orléans, avec un développement plutôt, là, cette fois-ci, sur la rive droite, à la base, sur la rive droite de la Loire, et ce pont quasi unique, en fait, pour traverser la Loire, qui n'est plus unique, mais qui a été longtemps le seul pont, en fait. Et donc Paris également, hein, bon, voilà, je vais pas faire Paris, mais voilà, je vais faire une ville qui va évoluer dans le temps et qui va conserver dans chaque espace temporel une architecture de l'époque. Et donc la cité romaine, par exemple, va rester dans ce style romain, gallo-romain, hein, de l'époque. Et puis on va avoir des extensions médiévales, donc au fur et à mesure des siècles médiévales, puis ensuite Renaissance, baroque, classique, jusqu'à avoir des constructions plus actuelles, c'est-à-dire l'apogée en fait final, hein, c'est d'avoir des gratte-ciel, hein, un quartier d'affaires, tout simplement.
une chose que je rêve de pouvoir faire également, ce sont des ponts habités, des ponts avec des maisons, des commerces dessus, comme ça se faisait au Moyen-Âge. Ça, je trouve ça magnifique. D'autres exemples, on voit ici l'exemple de Bruges, de Florence, de Laon, que je trouve aussi très intéressant. Laon, la ville de Laon, dans l'Aisne. Et puis cette photo aussi intéressante qui, voilà, avec l'envie d'avoir une place avec, on peut faire une sorte de palais, de palais royal intérieur sur cette place. Enfin, en tout cas, une construction importante. Pas forcément palais royal, ça peut être un palais princier pour un grand seigneur, un grand prince, un grand duc, hein, très riche, donc qui fait son propre palais à l'intérieur de la capitale. Voilà, voilà en gros pour ce qui est. Donc il y a aussi les citadelles médiévales, hein, bien sûr. Voilà, je leur ai accordé un dossier. Ça peut être après, je ferai pas forcément de citadelle médiévale, hein, mais c'est quand même intéressant d'avoir des exemples. Voilà, donc là c'est carré, ça peut être aussi en citadelle médiévale l'exemple de la ville d'Aigues-Mortes, qui était à l'époque un port royal, le premier port royal sur la Méditerranée, donc qui a été voulu par Saint-Louis notamment, voilà, pour ses expéditions en croisade. Voilà, donc pour ce qui est de cette partie à travers le temps, sachant que il y a d'autres projets, donc bien sûr Versailles je reviens pas dessus, hein, mais il y a d'autres projets. Donc comme j'ai fini sur ce qui est de construction urbaine, eh bien c'est important de parler du château de Royal Maison. Donc là on arrive sur des châteaux de mon invention en fait, de mon invention avec des inspirations. Donc château de Royal Maison, qui pour moi est un château, un palais, un château urbain. Donc le plan va être à refaire, mais voilà, l'idée est là, et l'inspiration en fait, elle vient de deux choses notamment. La base en fait, c'était le château de La Roche-Courbon. Ce qui m'avait intéressé sur ce château, c'était son parc, ses jardins. J'ai trouvé ça magnifique. Quand j'y suis allé, j'ai trouvé ça vraiment magique, limite. Et de ces jardins, en fait, j'ai conçu tout un château autour. Donc ces jardins qui étaient cerclés en une bonne partie d'une grande muraille de pierre. Et sur un côté, toute une façade avec un château en surplomb. Donc là, c'est toujours cette inspiration du château de La Roche-Courbon, même si le château est pas forcément en surplomb du jardin, parce que bon, il y a quand même aussi une partie au niveau du jardin, mais il y a un escalier qui permet d'arriver vraiment complètement à niveau. Il y a aussi une autre inspiration, c'est le château de Blois, et cette façade, une des façades du château de Blois en fait que j'aime beaucoup, donc celle-ci avec ces arcades, ces arcades qui n'existaient pas à l'époque bien sûr, mais qui ont été percées par la suite, sûrement sous Louis XII, et que je trouve ça magnifique. Et donc ça c'était une des inspirations. Ce qui est intéressant, cette pièce-là, parce que le château de Blois, à un moment donné, a servi pour accueillir les états généraux, et donc il y a une grande salle
qui existe toujours, hein, dans laquelle les états généraux ont été accueillis. Donc là, cette image-là, elle montre justement cette mise en situation, en fait, en quelque sorte. On voit un peu comment on peut se rendre compte comment étaient les choses à l'époque des états généraux, avec ces bancs pour accueillir toute l'assemblée. Et donc après, bon, il y avait d'autres inspirations. J'ai rajouté également l'exemple du château du Louvre, le château médiéval du Louvre, j'ai rajouté là-dedans. Mais voilà, c'est tout un ensemble. Puis bon, il y a l'inspiration de Versailles aussi un petit peu, parce que bon, à un moment donné, bon ben, c'est aussi un palais qui va au final va recouvrir plusieurs styles différents. Et ça aussi, ça va être un côté intéressant de cette construction. Voilà. Donc le château de Royal Maison, c'est moi-même qui l'ai appelé ainsi. Un château auquel je tiens particulièrement parce que c'est un château que j'avais commencé à construire aussi. Enfin, j'avais construit les bases un peu en fait, plutôt les bases. Alors tout le pourtour en fait des jardins était fait, donc la muraille tout autour était faite, donc il restait plus qu'à faire, vraiment à creuser, à concevoir les jardins et à construire les bâtiments du château lui-même. Donc voilà, il y avait des bases, voilà. Mais il y avait encore énormément de boulot bien sûr, mais voilà. Et c'était une perte, à falloir que je refasse tout ça, ça va être compliqué, ça va être long surtout. Donc là, ici en fait, donc j'ai réussi à récupérer sur Facebook, sur ma page Facebook, donc l'image du plan, le plan que j'avais réduit avant de le mettre sur Facebook pour pas me faire piquer et pas que d'autres personnes s'en servent aussi de leur côté. Hein. Voilà, je ne veux pas me faire piquer mes idées. Et donc sur ce dossier, sur ce fichier, voilà, alors, hop, on va quand même l'ouvrir, parce qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent là-dessus. Sur ce fichier, donc apparaît, donc il y a le plan du château de Versailles, à l'avancée où j'en étais en fait, hein, de la conception du plan du château. Hein. Voilà, donc on voit le château de Versailles ici, donc on voit que j'étais, alors je vais essayer d'avoir un point, voilà, ça sera mieux. On voit ici le château où j'en étais donc au niveau de la conception du plan. Et donc là, on voit que j'étais en train de travailler sur le bassin de Neptune, oui, le bassin de Neptune. Voilà, j'étais en train de travailler dessus et j'étais en train de travailler aussi sur l'orangerie avant de travailler sur la suite sur les bosquets notamment et sur le parterre de Hatton. Voilà. Pour ceux qui connaissent Versailles, voilà, ils sauront un peu de quoi je parle. Et donc au niveau du château, globalement j'avais quand même assez avancé au niveau des façades, surtout côté jardin, mais bon le corps central globalement aussi les façades étaient faites, tout ce qui était côté la cour de marbre, notamment cour de marbre, la cour du roi, un petit peu, enfin peut-être pas complètement, mais le corps central en tout cas était pas mal avancé de ce côté-là. Et les pièces aussi du rez-de-chaussée et du premier étage ont été avancées. Voilà. Étaient avancées. Étaient en tout cas délimitées. Et tout ça, malheureusement, il va falloir que je le refasse. Donc on voit ici Royal Maison, le plan du Royal Maison. Donc on voit ici cette inspiration pour les jardins, donc avec une adaptation à ma sauce également, bien sûr. On voit ici cette inspiration du château du Louvre, cette aile là qui correspondait à l'inspiration
du château de Blois, et donc après le reste, bon c'est un peu mon invention à moi, et puis donc ce corps central en fait, cette aile là centrale, c'était pour l'architecture après, hein, c'était du coup pris l'inspiration du château de Versailles, du corps central du château de Versailles, hein, mais sur la longueur vraiment, tout ce côté, cette façade des jardins. Donc autre château que j'avais commencé à construire également, que j'avais commencé à construire sur la même map que le château de Versailles, c'est le château de Chêne-Barrest, ici, que l'on voit là. Château de Chêne-Barrest, qui a une inspiration issue du château du palais d'hiver de Saint-Pétersbourg. Cette inspiration, en fait, ça va être par rapport au style, le style architectural. Donc là, ça va être un palais de style vraiment classique, donc 18e siècle, deuxième moitié du 18e siècle. Donc dans ce style-là, après, donc il y a effectivement donc le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg, mais il y a aussi certains palais comme le palais de Sans Souci, si je ne me trompe pas, enfin les châteaux construits par Frédéric II le Grand, le roi de Prusse. Voilà, donc ça, cette inspiration-là, en plus de l'architecture, c'est aussi la conception d'une place demi-circulaire devant le château. Devant le château, comme on le voit justement à Saint-Pétersbourg, devant ce palais d'hiver. Voilà. Et donc après derrière il y a aussi des jardins de prévus, voilà, des jardins mais qui donnent après qui débouchent en fait sur un fleuve. Alors ça peut être un fleuve, ça peut être une rivière en fait, mais bon peu importe. Voilà, l'idée en fait est là. Alors on voit ici le château de Follencourt, là, qui est de deux inspirations différentes, avec la base en fait, le centre, c'est en fait la base tout court, c'est très inspiré du château de Fontainebleau, mais aussi j'aime bien aussi mettre un peu de château de Saint-Germain-en-Laye également, donc essayer de faire un peu un mixte, un savant mixte, bon, ce qui va être compliqué, voilà. Il y avait une idée de plan, mais ce château-là, je ne le trouve pas du tout parfait, vraiment pas parfait, donc il sera sûrement revu encore, au niveau de sa disposition, on va dire. Dernier château, le château de Saxy-Bourdon, voilà, pas dire Bourbon, hein, c'est Bourdon, Saxy-Bourdon, inspiration à la base de Versailles et Marly. Alors Versailles pour les deux ailes, donc ces deux ailes là qui sont inspirées des deux ailes, donc du midi et de l'aile du nord. Voilà, c'est inspiration Versailles vraiment. Et quand je dis Marly, c'est-à-dire qu'en fait ce bâtiment là qu'on voit ici là, c'est en fait une reproduction de Marly, parce que je trouve ce château très beau. Limite j'aimerais le refaire aussi également, ce château de Marly, qui est quand même un petit bijou, simplement un petit bijou qui malheureusement n'existe plus. En tout cas les bâtiments n'existent plus, il n'y a plus que les fondations en fait qui sont visibles dans le parc, et c'est un peu malheureux, je trouve. Autre inspiration, là on est plus sur l'agencement des jardins.
là l'inspiration est plus à voir du côté du château de Villandry, alors, qui est plus un château de Renaissance, mais voilà, là cette inspiration, en tout cas dans l'organisation, le fait d'avoir des parterres carrés, c'est là, ça vient de là, cette inspiration. Donc on aura des parterres carrés là et là, un peu partout, ça c'est très très fleuri comme jardin. Et donc avec cette prolongation, là encore une fois, d'inspiration versaillaise, avec cette grande étendue de pelouse qui débouche ensuite sur un grand canal, comme à Versailles, un grand canal avec un petit canal, et puis là, une sorte de petite rivière, enfin là qui serait quand même une grande rivière quand même, parce que l'idée de mes plans, c'était que un pixel correspondait à un bloc. Voilà. Donc vous imaginez un peu la taille du palais, hein, et surtout des jardins et du parc. Hein. Alors, quand on voit ce château de Saxy-Bourdon, et qu'on voit à côté à Versailles, qui est pas du tout terminé, mais on voit déjà une extension, et puis après on sait que bah, là, cette allée de pelouse, il y a le grand canal et le petit canal, après, enfin il y a tout un parc, sachant qu'il y a aussi, faut aussi voir la partie avec le Trianon, le grand Trianon, le petit Trianon, et le hameau de la Reine. Bon ben voilà, et puis de l'autre côté, il y a une ménagerie aussi, une sorte de mini-zoo, enfin bref. Et donc ça va être quelque chose d'assez énorme également. Et donc là on est sur quelque chose qui voilà, qui est là il n'y a pas vraiment d'inspiration, là on est sur un autre style en fait qui va être ajouté, qui existe un peu d'une certaine façon à Versailles au travers du hameau de la Reine. Voilà, c'est un style de jardin à l'anglaise, et ces jardins à l'anglaise en fait consistent à la différence en fait des jardins à la française. Les jardins à la française, donc tout est carré, tout est ordonné. Le jardin à la française, en fait, c'est une façon de montrer la domination de l'homme sur la nature. Et bah, le jardin à l'anglaise, c'est tout le contraire, c'est redonner vie un peu à la nature. Sauf que bon, là, c'est une nature qui est recréée de façon artificielle, complètement. Voilà. Donc on a une rivière qui est complètement artificielle. On a et le long de cette rivière, bon, on va trouver des petites constructions, des petits temples, des petits machins, enfin qui vont être des choses comme ça que l'on retrouve dans ces jardins à l'anglaise. Voilà. Voilà. Ça va constituer cette partie-là du parc. Et bon, après, il y avait aussi éventuellement d'autres choses sur cette partie-là. Mais bon, pour l'instant, il n'y avait rien de. Alors, il y avait peut-être plutôt des bosquets, voilà. Il me semble qu'il y aurait plutôt des bosquets sur cette partie-là. Parce que là, tout ce qui est en vert, en gros, c'est les parties boisées, voilà. Et donc là, on aurait eu des bosquets, mais en plein milieu de la forêt, dans le milieu du parc, du domaine. Alors que là, on aurait eu plutôt des bosquets un peu comme à Versailles, voilà, de part et d'autre, à la fois de ce parterre central et aussi de ce début de grand canal, voilà, débouchant après sur le parc forestier, vraiment avec sûrement des allées, mais des allées rectilignes ici, et là plutôt des allées plus aléatoires, là comme un peu comme cette rivière avec des cours, enfin rien du tout de rectiligne.
Et là, on aurait quelque chose peut-être de rectiligne aussi, mais voilà, bon, après, il n'y avait rien de décidé encore. Voilà donc pour cette vidéo explicative du projet. Donc j'ai pas plein d'autres éléments aussi d'inspiration, des autres qui peuvent être rajoutés à un moment donné, comme des ponts, des machins, enfin, des sculptures, voilà, des idées de ronds-points, de machins, enfin, qui n'apparaissent pas là, mais qui apparaissaient dans mon projet initial et qui vont être ajoutés progressivement. J'ai toutes mes idées, j'ai plein d'idées en tête, mais voilà, ça va être c'est tout un projet à reconstruire en fait. Voilà, et donc je reviens donc sur Minecraft pour terminer cette vidéo. Et donc pour vous retrouver sur ce point de départ de ce projet, à savoir la construction de la motte castrale, qui va être la première construction, donc comme je vous l'ai dit, et une motte castrale qui sera précédée par la villa mérovingienne pour voilà, avoir toute cette continuité historique. Une idée que j'ai eue, ce qui me semble important, c'est qu'il y aura plein de constructions qui vont être réalisées tout autour de la ville, plus ou moins loin. Si ça se trouve, certaines constructions vont être au final progressivement intégrées à la ville, mais voilà, il y aura toutes les constructions. À la base, c'est faire la ville, commencer à faire la ville à un endroit et tout le reste autour. Donc voilà, pour le coup, je vais commencer par la motte castrale et non par la ville, mais bon, peu importe. Et donc l'idée est là, et toutes ces constructions autour de la ville seront reliées les unes aux autres. Il y aura un chemin donc qu'on peut considérer un peu comme le chemin chronologique qui permettra de suivre, passer d'une construction à une autre, voilà, d'une époque à une autre. Et ça, c'est un projet extraordinaire, très intéressant, que je compte mener, et j'espère à un moment donné ne pas être seul à réaliser. On verra ça plus tard, mais bon, je ne cache pas la possibilité de créer un serveur sur lequel d'autres buildeuses me rejoindraient pour construire, pour réaliser ce projet. Merci à vous, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, sur cette longue vidéo de présentation du projet. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, bien sûr, pour montrer l'avancement du projet. Notamment, en premier lieu, la motte castrale, bien sûr, mais voilà, pas seulement, il y aura Versailles également, qui est un projet qui me tient particulièrement à cœur, étant donné le niveau d'avancement que j'avais quand même. Voilà, et donc je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Selon si vous suivez que pour Minecraft, et ce sera pour une prochaine vidéo Minecraft. Si vous me suivez pour une autre pour de façon générale, quelle que soit ma vidéo, eh bien merci à vous. Et donc je vous dis à une prochaine vidéo, que ce soit Minecraft, que ce soit World of Tanks, que ce soit une autre vidéo, peu importe, où je parlerai où je parle plus de moi, où je parle plus de mes idées, voilà, peu importe. Là, ici c'était une vidéo sur Minecraft, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.